Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades du soir. Bonsoir Gilles Boutin. Bonsoir Pierre. Confrère du Figaro en charge de la politique économique. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondateur du think tank Sinopia. Et bonsoir à vous Laurent Jacobelli. Bonsoir. Député RN de Moselle, porte-parole du Rassemblement National. Aujourd'hui place aux plaidoiries de la défense au procès des assistants parlementaires du Rassemblement National. 25 prévenus, dont Marine Le Pen, à qui on a demandé une peine d'inéligibilité, plus 50 de prison, dont 2 aménageables avec bracelet électronique, et des peines exécutoires, ce qui évidemment lui met un barrage pour la présidentielle de 2027. L'idée, d'après ce qu'on a compris, d'après le compte-rendu d'audience et des premières plaidoiries de la défense, c'est donc de dire que ce tribunal, Laurent Jacobelli, n'est pas compétent. En fait, c'est les prud'hommes qui devraient juger cette affaire. Écoutez, je pense qu'on part d'un malentendu depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a la vision de l'Union européenne de ce que doit être un assistant parlementaire, c'est-à-dire un petit homme gris, un fonctionnaire finalement, aux heures de Bruxelles. Vous prenez une appellation contrôlée mais je sais, mais une AOP de notre maison. Mais j'ai des références. Je cite Europe 1. Et puis, la vision qu'on a nous et qu'ont la plupart des partis français, c'est-à-dire qu'un assistant est dédié au travail avec son député. Quand le député fait de la communication, l'assistant l'aide. Quand le député est en déplacement, l'assistant l'aide. Quand le député est au siège du parti, l'assistant l'aide. Ce sont deux visions du monde du travail et de la fonction d'assistant qui se confrontent, et c'est un débat assez intéressant et dans lequel nous pensons avoir raison, puisque le MoDem, pour le clan gouvernemental, a eu les mêmes accusations. LFI pour la gauche, exactement pareil. C'est une tradition française face à une volonté européenne. C'est-à-dire qu'on transforme le procès de personnel en procès politique, c'est ça que vous nous dites ? Aujourd'hui, quand j'entends une procureure dire à propos de Jean-François Jalc, qui était un député européen du Rassemblement National, qu'elle n'a aucune charge contre lui, qu'elle va être obligée de le relaxer, et je cite, qu'elle dit « ça me fait très mal », on voit bien que derrière, on a une opposante politique qui, excusez-moi l'expression, a décidé de se faire Marine Le Pen et le Rassemblement National. C'est le gouvernement des juges ? En tout cas, cette procureure, je veux pas faire de généralité, mais oui, c'est clairement, je crois, ce qu'elle essaye de faire. Elle se dit peut-être que ce que certains journalistes n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire faire tomber Marine Le Pen, ce que certains adversaires politiques n'ont pas réussi à faire, elle toute seule, elle va y arriver. Je crois que elle ne nous connaît pas bien, elle ne connaît pas bien la force de résistance de Marine Le Pen, et nous allons continuer à nous défendre parce que nous pensons que nous sommes dans notre droit. Je rappelle quand même à vos auditeurs que pas un centime n'a été mis dans la poche d'un individu, il n'y a pas eu de vol d'argent, que aucun des assistants parlementaires n'est soupçonné de ne rien avoir fait, c'est-à-dire pas d'emploi fictif, c'est simplement la définition de leur travail qui pose souci. Faire de la prison pour ça, être empêché d'être président de la République pour ça, je pense que tout le monde à l'énoncé des faits aura compris qu'il se cache quelque chose derrière tout ça. Je rembobine la bande quelques secondes avant. Vous avez dit qu'il y avait des journalistes qui essayaient de faire tomber Marine Le Pen ? Non mais bien sûr, il y a des journalistes évidemment qui essayent en permanence de faire le procès du Rassemblement National et de Marine Le Pen. De qui parlez-vous, Laurent ? Je sais pas, vous avez une zappette chez vous, elle va jusqu'à France 2 ou France 5, non ? Bon, elle va jusqu'au service public, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des millions de Français qui payent des impôts, la TVA en l'occurrence, qui sert à financer un service public qui les insulte. Et là, on a un juge une procureure, qui, parce qu'elle n'aime pas le Rassemblement National ou Marine Le Pen, en tout cas, c'est l'impression qu'elle donne, propose des mesures complètement exagérées par rapport à ce qu'il est reproché à Marine Le Pen. Tout cela est très inquiétant pour notre démocratie. Quel regard portez-vous sur la justice aujourd'hui en France ? Et je fais également référence à cette condamnation pour l'agresseur du proviseur Maurice Ravel, qui a été condamné à une peine d'un stage de citoyenneté. Vous savez, quand on est élu, on passe notre vie dans notre circonscription à entendre des policiers et des gendarmes qui nous disent qu'ils ont arrêté des dealers, des agresseurs, des violeurs, et qu'ils continuent à les voir finalement soit le lendemain, soit quelques mois après dans les rues. On a une justice, et on le dit bien sûr, qui n'est pas assez sévère avec les voyous qui enquiquinent les Français au quotidien, mais qui de temps en temps a un regain de sentiment d'ordre et qui veut, je crois, être exemplaire, notamment quand ça concerne le Rassemblement National. Je pense que la justice, elle devrait être là où les Français l'attendent, pour les protéger de l'islamisme notamment, et dans certaines écoles de la violence du fascisme qu'est le radicalisme religieux islamiste, qu'elle devrait être pour arrêter les voyous, ceux qui pourrissent nos vies en dealant, en faisant que des enfants de 14 ans sont utilisés pour le trafic de drogue, ceux qui tuent, ceux qui violent. Là, il
faudrait que la justice soit ferme. Il faudrait qu'elle le soit vraiment, mais là, elle est laxiste. Un juge qui prononce ce genre de peine, c'est un sympathisant de l'islamisme, vous diriez ça? Ce sont pas mes paroles, mais je pense qu'un juge... Non, mais je vous pose cette question tout bonnement. Un juge qui voit quelqu'un qui a menacé un directeur d'établissement de mort devrait prendre la mesure de ce que cela veut dire d'abord pour la sécurité du dit proviseur et donc le mettre à l'abri, mais ce que ça veut dire pour notre société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au nom de l'islam radical menacé de mort, ça mérite un stage de citoyenneté. Je crois que ça choque beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Il y a une phrase qui n'est pas passée, j'allais dire, aux oubliettes dans l'actualité ce week-end. C'est celle de Jean-Luc Mélenchon à la télévision ce week-end, qui dit que le gouvernement Barnier tomberait sans doute entre le 15 et le 21 décembre. Alors, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a mis sur écoute le siège du RN? Est-ce que vous allez censurer pile à ce moment-là le gouvernement Barnier? Jean-Luc Mélenchon voit peut-être dans l'avenir, moi je sais pas, peut-être qu'il a comme ça des capteurs sensoriels, peut-être que il sait des choses qu'on ne sait pas. Moi ce que je sais, et c'est la seule chose que je puisse vous affirmer ce soir, c'est que si le Premier ministre Barnier persiste à vouloir surtaxer l'électricité, persiste à vouloir désindexer les retraites, persiste à vouloir que les PME et les classes moyennes françaises payent pour les erreurs d'Emmanuel Macron et de ses prédécesseurs, alors ce sera sans nous. En tout cas, en l'occurrence, ce sera sans lui. Ça sera sans lui, ça sera sans nous, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que Marine Le Pen a tout intérêt à censurer le gouvernement Barnier? Il n'est pas une question d'intérêt, c'est une question... Si, il y a une question d'intérêt. Qu'est-ce que vous allez avoir comme gouvernement derrière? Général. Qu'est-ce que vous allez avoir, justement, qu'est-ce que vous allez avoir comme gouvernement derrière, Laurent Jacobelli? Je ne le sais pas, simplement on aura un gouvernement qui sera alerté. Si, lorsque le premier parti de France vous dit il ne faut pas imposer les classes moyennes, il ne faut pas désindexer les retraites, il faut nous écouter quand on vous dit qu'il faut moins contribuer au budget de l'Union européenne, eh bien peut-être qu'il écoutera. Le problème de monsieur Barnier, pour l'instant, et peut-être qu'il va changer, il lui reste quelques semaines pour le faire, c'est qu'il nous a promis la co-construction, vous savez ce terme à la mode chez les macronistes, qu'il nous a promis d'écouter toutes les oppositions, y compris la première d'entre elles, mais qu'au final... il n'a toujours pas reçu Marine Le Pen, qu'au final, il n'a toujours pas intégré quelques-unes de nos propositions. Pourquoi? Posez-lui la question. Moi, je n'ai pas la réponse. Je pense que... Vous avez sans doute un brin de réponse, oui, ou en tout cas un brin d'explication. C'est que je crois qu'il a tellement de mal à fédérer sa propre majorité entre les aspirants président de la République, les Attal, les Philippe, etc. Il a tellement de mal à fédérer tous ces gens qu'avant d'aller tendre la main au parti extérieur à sa majorité, il doit déjà ramener l'ordre chez lui. La vraie question, c'est y a-t-il un pilote dans l'avion? Apparemment, pas vraiment. Jacobelli, vous restez quelques secondes encore puisque Gilles Boutin et Alexandre Malafaille vont vous poser des questions. Moi, je vous signale qu'à travers un podcast inédit, Europe 1 rend hommage à Charles Dumont, auteur, compositeur de génie, disparu dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 95 ans. La nuit dernière, on lui doit quelques-unes de ses plus belles chansons de notre patrimoine. Non, je ne regrette rien, qu'Edith Piaf a chanté pour la première fois en 1960. C'était sur Europe 1. C'est Charles Dumont qui vient de m'écrire une chanson magnifique et qui s'appelle « Je ne regrette rien ». Et si tu veux, je vais te la chanter. Ah oui. C'est la première fois, au fond, que je la chante. Non, rien de rien. Charles Dumont, un podcast au cœur de l'actu avec les archives exceptionnelles d'Europe 1 à écouter dès maintenant sur le site et l'application Europe 1. A tout de suite dans Europe 1 Soir avec Laurent Jacobelli. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Laurent Jacobelli, député RN de Moselle, interrogé par Alexandre Malafaille et Gilles Boutin. Gilles. Oui, monsieur Jacobelli, je reviens sur l'affaire des assistants parlementaires au soir des réquisitions qui sont extrêmement dures de la vie générale. Jordan Bardella a dit que le parti avait un genou à terre. Avez-vous un plan B si jamais les réquisitions sont suivies? Alors, un genou à terre, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans le même réquisitoire, on demandait 4,3 millions d'euros au Rassemblement national, c'est-à-dire que les caisses seraient vides et que donc Marine Le Pen serait empêchée de se présenter à la présidentielle et nous n'aurions plus d'argent pour faire campagne. C'est-à-dire que c'est un assassinat politique en bonne et due forme. Vous savez, pour avoir un plan B, il faut déjà avoir renoncé au plan A. Or, on est en plein dans la bataille en ce moment. C'est l'époque où nos avocats défendent notre cause. Donc, nous, on n'imagine pas
parce que c'est inimaginable dans une démocratie que Marine Le Pen puisse être empêchée de se présenter aux élections présidentielles. On n'imagine pas qu'on mette Marine Le Pen en prison parce que la définition de poste d'un assistant parlementaire ne convient pas à l'Union européenne. Je pense que soit on est en démocratie et on imagine les choses avec une justice qui fait son travail, une défense qui fait son boulot en ce moment, et puis un verdict qui sera rendu, soit on imagine le pire, mais à ce moment-là, tout est à mettre à la poubelle. Donc on ne peut pas se placer dans cette option-là. Pour l'instant, on bataille pour se défendre, mais je le rappelle quand même, c'est quoi l'inéligibilité avec exécution provisoire? C'est-à-dire qu'on va dire à Marine Le Pen, on dirait à Marine Le Pen, vous ne pouvez plus être élue. Et même si Marine Le Pen fait appel, elle ne pourra plus être élue. Et imaginez dans 3 ans, dans 4 ans, on découvre que Marine Le Pen avait raison, comme nous le disons d'ailleurs, et on relaxe Marine Le Pen. Eh bien, elle n'aura pas pu se présenter à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que c'est un fusil à un coup. C'est irrémédiable. Et un procureur ne peut pas s'arroger le droit d'empêcher cette rencontre entre les Français et une candidate à la présidence de la République. C'est inimaginable. Vous voulez dire que si ce procès est négatif pour le RN, il n'y a ni Marine Le Pen candidate en 2027, ni il y a 0 candidat du RN en 2027 ? Mais bien sûr que non, je ne vous dis pas ça. Il n'y a pas Jordan Bardella qui sort un livre, qui fait tous les plateaux de télévision dernièrement ? Je vous le répète, jamais ils ne nous feront baisser les yeux, jamais ils ne nous arrêteront. Donc la machine continuera à progresser. Et nous serons candidats. La machine, c'est aussi avec Jordan Bardella. Nous serons candidats partout et tout le temps, parce que c'est ce que nous demandent les Français. Nous, c'est Jordan Bardella. Nous, c'est le Rassemblement National. Notre candidate aujourd'hui, c'est Marine Le Pen avec Jordan Bardella, Premier ministre. C'est notre option et c'est là-dessus que nous travaillons. Une fois encore, si on se met maintenant, au moment où on se défend, à commencer à préparer une hypothèse complètement, selon nous, improbable, alors on ne s'en sortira pas. De toute façon, ça sera le même programme. Toutes les énergies, bah oui, bien sûr. Toutes les énergies, et notamment l'énergie de Jordan Bardella, patron du Rassemblement National, c'est le soutien à Marine Le Pen et aux assistants parlementaires et aux députés européens qui se trouvent aujourd'hui face aux juges. Alexandre Malafaille. Les réquisitions du procureur sont prévues par la loi. Est-ce qu'il faudra changer la loi si vous arrivez aux affaires ? Deuxièmement, les règles en matière d'emploi des assistants parlementaires au sein de l'Union européenne sont claires, elles sont connues. Marine Le Pen a pris un risque en les appliquant telles qu'elle les a pris. Est-ce que vous pensez, qu'elle assume ce risque, et 2, parce que la réalité est là, et 2, est-ce qu'il faudrait aussi changer la manière dont c'est rédigé, ces conditions d'emploi des assistants parlementaires au niveau de l'Union européenne ? Vous savez, on peut ne pas changer la loi et faire en sorte que dans le réquisitoire, il n'y ait pas de la demande d'une exécution provisoire. C'est la liberté du procureur. Absolument, c'est arrivé à beaucoup. Est-ce que c'est un abus ? C'est une exception. C'est une peine exécutoire. Oui, mais c'est ce qui arrive à Marine Le Pen. Mais c'est à la main du procureur, c'est dans la loi. J'ai bien compris. Mais le procureur, comme le juge, a la liberté d'interprétation et c'est lui qui énonce des peines. Il a une liberté d'action. Or, on voit bien que c'est pour Marine Le Pen qu'on a inauguré ça. Donc ça pose quand même un peu question. Sur votre deuxième question, sur le rôle des assistants parlementaires. D'abord, c'est pas aussi précis que vous nous le décrivez. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de tâches qui sont décrites et il y a marqué etc. en fonction des demandes. Donc, c'est pas aussi net que ça. Oui, c'est fonctions européennes, pas des fonctions sur territoire national. Mais c'est faux, justement. Parce que vous savez que les députés européens ont des assistants parlementaires européens qui vont à Bruxelles et qui ont une carte, un badge pour entrer à Bruxelles. Et ils ont des assistants qui sont sur le terrain, et donc sur leur lieu d'élection en France, pour le coup, et qui eux n'ont même pas le badge. Ils n'ont pas le droit d'avoir le badge pour aller à Bruxelles. Ce qui veut dire que Bruxelles a très bien compris qu'il y avait 2 types d'assistants parlementaires. Ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont à Bruxelles. Donc c'est pas aussi clair que vous le dites. Et puis surtout, il y a l'usage. L'usage qui fait que tout le monde, tous les partis, ont eu la même vision des choses, cette vision française, et pas seulement d'ailleurs, qui est que l'assistant parlementaire est au service, dans le cadre de la loi bien sûr, de son député. Et c'est ce qui a été appliqué par tout le monde, et de tout temps. Et ça tombe sur nous. Il y a la question sécuritaire également qui vient, notamment parce que c'est la semaine des maires de France qui se réunissent en congrès. Et Bruno Retailleau a, d'une certaine manière, interpellé les maires en disant que la sécurité, c'était l'affaire de tous. J'ai la conviction, alors que les chiffres ne sont pas bons, en matière de délinquance, même si les forces de police, de gendarmerie, même si nos magistrats luttent pied à pied, je pense que la sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est évidemment d'abord l'affaire de l'État, mais c'est aussi l'affaire de ses partenaires et en particulier et en premier lieu des communes de France. Moi, je souhaite qu'on aille aussi loin que possible sur les prérogatives des polices municipales. Et nous le ferons.
bien sûr, en matière d'accès aux fichiers, en matière de prérogatives, y compris placées sous la direction du procureur lorsqu'il s'agit de prérogatives judiciaires, en matière d'équipement, en matière aussi de plein d'autres choses, mais ça fera l'objet d'un texte de loi. Réaction, Laurent Jacobelli? Deux réactions. La première, c'est qu'il faut effectivement un texte de loi pour bien définir aujourd'hui ce qu'est une police municipale. Parce que les policiers municipaux sont souvent les premiers sur le lieu d'une délinquance, sont souvent les premiers à arrêter, à interpeller quelqu'un qui fuit. Mais ils ont un statut un peu compliqué. Parfois, ils sont obligés de se mettre sur le côté de la route, appeler la police nationale et de ne pas pouvoir agir en sachant très bien qu'en agissant pas, eh bien, il y a un trafic de drogue qui va continuer ou une agression qui va être commise. Et donc, ils sont dans une situation un peu d'entre-deux qui les gêne. Je recevais un syndicat de policiers municipaux vendredi dans ma permanence. C'est exactement ce qu'il décrivait. En revanche, dire que les municipalités qui vont devoir gérer cette police municipale, qui va avoir plus de fonctions, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'il va falloir de l'équipement. Vous parliez notamment de l'armement, des gilets pare-balles, des véhicules automobiles sur le budget des communes. Et donc, il faudrait pas que ça soit une défausse de l'État qui n'a plus d'argent, qui est à sec et qui mette un poids supplémentaire sur les communes en leur donnant une fonction supplémentaire. Donc je pense qu'il faut que M. Retailleau soit assez vigilant et sage pour faire en sorte que, oui, on redéfinisse le métier d'un policier municipal, ses droits et ses devoirs, mais que, en même temps, vous m'autoriserez l'expression, le financement soit assuré par l'État. Alexandre. Le maire de Bordeaux qui décide d'armer sa police municipale, ça vous dit quoi? Ça dit que parfois l'idéologie craquelle devant le mur de la réalité, c'est-à-dire que tous ceux qui dans les villes de gauche et d'extrême gauche nous expliquent que les voyous sont gentils et que les policiers municipaux ont vocation à être méchants et que si on leur donne une arme, ils tireront sur n'importe qui, et notamment sur ces gentils voyous qui n'ont pas eu de chance, eh bien au bout d'un moment, quand la ville devient trop insécure, quand les habitants en ont vraiment marre, eh bien même s'ils sont verts, même s'ils sont LFI, parfois ils voient la réalité. Écoutez, il a eu son Eucharistie. Et à l'inverse, le maire de Grenoble qui, lui, n'arme pas sa police municipale, ne pensez-vous pas que, il faut des aptitudes, il faut des évaluations pour avoir une arme. Toute la police municipale est-elle apte à porter une arme? Vous savez, il y a des écoles aujourd'hui de policiers municipaux. Ils ont des formations, des contrôles très très réguliers, très souvent, et s'ils commettent un impair, croyez-moi, c'est beaucoup plus facile de démettre un policier municipal qu'un policier national. Donc oui, ils sont surveillés, et oui, ils sont contrôlés, et c'est normal. En revanche, la position du maire de Grenoble, quand on connaît l'état de l'insécurité, des trafics de drogue dans sa ville, ça commence à ressembler un petit peu à de la complicité. Est-ce que vous ne suivez pas Bruno Retailleau dans une sorte de de modèle qu'il essaye d'appliquer? En fait, il a fait des déclarations cet après-midi, il était à Meaux, chez Jean-François Copé, en disant, regardez Meaux, c'était une ville qui était chaotique à la fin des années 90, début des années 2000, et monsieur Jean-François Copé, en le prenant pour exemple, a réussi à en faire une ville qui est désormais beaucoup plus safe qu'avant. Est-ce que c'est ça, montrer l'exemple? Est-ce que c'est ça le job d'un ministre de l'Intérieur? Est-ce que vous-même vous vous sentez concerné? Ou est-ce que c'est une façon, à l'aube, encore une fois, du Congrès des maires de France, de dire pampan cucu à ceux qui ne feront pas de la même façon? Vous savez, la sécurité est un droit pour tous, c'est-à-dire pour tous les citoyens, qu'ils vivent dans une ville de droite, dans une ville de gauche ou dans une ville sans étiquette. C'est-à-dire que pour moi, le citoyen qui habite Grenoble et le citoyen qui habite une autre ville ont les mêmes droits à la sécurité. Et c'est pas simplement soit le courage et l'implication d'un maire d'un côté ou la lâcheté d'un maire de l'autre qui doit avoir des répercussions sur votre vie. Vous savez, j'en parle très calmement parce que à Fréjus, géré par le Rassemblement national, à Hayange, dans ma circonscription, géré par le Rassemblement national, à Hénin-Beaumont, à Beaucaire, les gens vivent en sécurité. Parfois dans des zones où avant il y avait des trafics ou de l'insécurité. Donc on a des maires qui mettent la sécurité au cœur de leur projet. Et leurs habitants ont de la chance. Mais dans les communes voisines, qui sont gérées par la gauche, ça veut dire que les gens doivent être livrés à l'insécurité et au trafic? Bien sûr que non. C'est le rôle de l'État de protéger tous ses concitoyens. Donc il faut donner un rôle important à la police municipale, le redéfinir, mais ne pas se mettre dans les mains de certains maires qui voient dans la délinquance l'expression d'un mal-être et dans le crime l'expression d'un ras-le-bol. Une dernière question, Alexandre Malafaye. Sujet brûlant, le Mercosur. Si effectivement on retirait le volet agricole
de cet accord de libre-échange, est-ce que vous y seriez à ce moment-là favorable? Est-ce que ça porte aussi sur l'industrie, sur l'automobile, sur la chimie, sur l'industrie du médicament? Est-ce qu'on pourrait faire du libre-échange, mais en laissant de côté la question agricole? Vous savez, on a toujours demandé au Rassemblement national ce qu'on appelle l'exception agriculturelle. Il y a une exception culturelle en France, c'est-à-dire que tous les produits culturels ne peuvent pas arriver sur les télévisions comme ça. Priorité aux œuvres françaises, et c'est normal pour sauver notre culture. Il faut faire la même chose en agriculture. Donc, ce que vous dites est pour nous quelque chose que nous réclamons. Mais, une fois encore, le fait d'avoir donné les clés des négociations commerciales à Bruxelles et de s'être départis, de s'être privés de cette possibilité de négocier, ça nous met quand même à risque. Parce que l'Allemagne, qui est très puissante, tirera toujours son épingle du jeu. La France, elle souhaite le Mercosur. Et elle souhaite le Mercosur. La France, qui est souvent très naïve. Regardez Emmanuel Macron, qui regarde l'Europe avec les yeux illuminés et qui regarde la France avec mépris. Il fera toujours le choix de l'Europe. Mais ce sont nos industriels ou nos agriculteurs qui en paieront le prix. Aujourd'hui, sur l'agriculture, en tout cas, il faut arrêter parce que nos agriculteurs, sinon, vont en crever. Voilà. En tout cas, il a dit qu'il s'y opposerait, M. Barnier aussi. Mais quel pouvoir il a, le pauvre monsieur Macron, pour faire ça? Il suffit qu'il ait 3 autres pays européens. A l'air de suivre. L'Italie a l'air de suivre, les Polonais suivront, les Néerlandais. Mais ça passera par le Conseil. Il n'y a aucun problème. L'Union européenne fera signer cet accord du Mercosur parce que c'est elle qui a les clés. C'est-à-dire que même si là on trouve 4 pays, vous dites... mais 4, ça suffit pas. Si, 35% de la population. Vous croyez que les autres vont continuer? Pourquoi vous me dites ça? Mais parce que je n'y crois pas une seconde. Ça fait des années qu'on nous fait le coup et ça fait des années que finalement les négociateurs de Bruxelles gagnent à la fin parce qu'il y a toujours un pays qui arrive à tirer son épingle du jeu ou l'Allemagne qui tape du poing sur la table. C'est comme la Constitution européenne, on va nous reposer la question une deuxième fois. Mais c'est ça, il ne fallait pas laisser les clés à l'Union européenne. Emmanuel Macron l'a fait et il l'a fait avec le sourire, qui ne viennent pas nous dire aujourd'hui qu'il le regrette. Merci beaucoup Laurent Jacobelli, député RN de Moselle, d'avoir été notre invité ce soir dans Europe 1 Soir. Sachez qu'à 22h15, un autre invité politique, Manon Aubry, la députée européenne LFI. Vous restez avec nous dans un instant, on se retrouve avec Gilles Boutin et Alexandre Malafaye dans Europe 1 Soir.